Bonjour à tous, donc je suis Joachim Claudet, directeur de recherche CNRS au CRIOB, un laboratoire qui s'intéresse à la durabilité de l'océan à la fois en métropole et en outre-mer, et je suis également conseiller océan du CNRS. Et à ce titre, je suis impliqué dans diverses instances d'interface entre science et décision, et par exemple, je suis président du COMER, qui est comme le conseil scientifique du Conseil national de la mer et du littoral. Une des questions les plus importantes, selon moi, à laquelle le débat doit répondre, c'est comment, il y a deux choses en fait, deux piliers. Comment faire coexister les usages en mer qui ne cessent d'augmenter en diversité, en intensité et en usage d'espace de plus en plus grand et de plus en plus lointain par rapport aux côtes et même profond dans l'océan. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est comment comprendre que le maintien même de ces usages dépend d'écosystèmes, d'un environnement en bonne santé et donc d'une biodiversité en bonne santé. Malheureusement, je dois vous dire que, alors c'est pas mon constat, c'est le constat des scientifiques, et c'est de l'évidence qui est vraiment consolidée dans la littérature scientifique, c'est que ça va pas très bien. Euh, D'une part, il y a les effets du changement climatique, qui ont diverses manifestations en mer sur la biodiversité et sur l'environnement au sens large. Et ça, l'unique façon d'atténuer ces effets, c'est de diminuer drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est un choix de société beaucoup plus global qui n'est pas directement lié à la planification maritime, bien que on puisse favoriser la décarbonation de tel ou tel type d'activité. Euh, mais cependant, ce n'est pas le changement climatique qui va avoir une incidence très longue et très profonde sur l'environnement. Ce qui a eu les facteurs qui ont eu le plus d'incidence sur l'érosion de la biodiversité aujourd'hui sont l'extraction de ressources, au premier rang desquelles la pêche, euh, la pollution, les espèces invasives, c'est-à-dire l'invasion d'espèces non indigènes qui sont par exemple transportées par le transport maritime, et les changements de pratiques et l'artificialisation de certains habitats. Et ça a été observé, par exemple, par l'IPBES, qui est le pendant pour la biodiversité et les services écosystémiques du GIEC, qui en fait en anglais est IPCC, et là on parle d'IPBES pour Biodiversity and Ecosystem Services. Et donc c'est de l'évidence extrêmement consolidée. Et donc, parmi ces différents facteurs, je vous répète, les deux principaux, comme l'a mise en évidence l'IPBES, sont l'extraction des ressources au premier rang desquelles la pêche, et en numéro 2, c'est les changements de pratiques d'usage avec l'artificialisation de certains types d'habitats, comme par exemple l'artificialisation des côtes. Oui, bien sûr, il y a des évaluations spécifiques sur certaines zones, sur certains types d'habitats, certaines régions, certaines façades euh, qui existent. Le problème de la biodiversité, enfin un problème, on peut le voir comme un problème quand on veut faire de la science qui peut servir à informer la décision, c'est que la biodiversité est quelque chose de complexe et que contrairement au climat où pour à la fois le décideur et le public, il y a une mesure qui est très facile, qui est le taux de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et la température moyenne qu'on veut éviter. Ce sont deux données qui sont relativement corrélées. Pour la biodiversité, on n'a pas une donnée qui résume tout. Parce que la biodiversité, c'est à la fois le nombre d'espèces, la taille des espèces, leur diversité qu'on appelle nous fonctionnelle, c'est-à-dire le rôle que chaque espèce joue dans l'écosystème, la qualité des habitats pour ces espèces, le taux de recouvrement de ces habitats là où ils sont censés être et où ils ont été dégradés. Il y a beaucoup plus d'indicateurs, beaucoup plus de variables, beaucoup plus de composantes qui permettent de mesurer la biodiversité et on ne peut pas la résumer à une seule donnée. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et donc, on peut pas dire telle activité
a eu tel effet. Enfin, on peut le dire, mais on peut pas forcément la comparer à une autre activité parce que son incidence n'est pas forcément la même et donc on va pas la mesurer de la même façon. Donc, ça rend ces choses un peu complexes. Mais par contre, on peut mesurer les impacts d'activité sur des composantes de la biodiversité. Donc, par exemple, on va s'intéresser à la taille des poissons ou à la diversité des poissons ou au recouvrement de tel habitat qui est important pour les espèces, pour la biodiversité et, par exemple, pour prévenir de l'érosion côtière. Donc, il y a une incidence directe sur les sociétés humaines. Donc, on peut mesurer tout ça quand même. Je pense que il y en a plusieurs. Donc je vais pas les hiérarchiser parce que je pense qu'elles sont toutes aussi importantes les unes que les autres. Mais une première information extrêmement importante, c'est que ce qu'on appelle le bon état écologique, la qualité de l'environnement, la bonne santé de l'environnement, la bonne santé de la biodiversité, appelons-le comme on veut, tous ces mots peuvent être équivalents. Donc la bonne qualité environnementale n'est pas une chose à atteindre juste pour des raisons éthiques, parce qu'on s'intéresse à la nature, qu'on aime voir des oiseaux sur les plages ou des baleines dans l'eau, c'est que le bon état environnemental est une condition sine qua non au développement économique et au bien-être humain au sens large. On a besoin de la biodiversité pour la santé humaine, pour le recyclage des eaux usées en mer, pour la production d'oxygène pour les poissons qu'on va ensuite aller pêcher. On a besoin de bon état environnemental pour des écosystèmes productifs pour pouvoir pêcher ou faire de l'aquaculture. On a besoin du bon état environnemental pour des habitats côtiers sains qui permettent de prévenir l'érosion côtière. On a besoin du bon état environnemental pour que les écosystèmes océaniques jouent leur rôle dans ce qu'on appelle la pompe biologique du climat, donc en fait comme régulateur du climat. C'est-à-dire que pour le bien-être, pour les activités économiques humaines, on a besoin d'un bon état écologique. Donc, il ne faut pas voir la conservation de la biodiversité et le développement humain comme deux extrêmes d'un continuum où il faudrait faire des choix et des arbitrages. La conservation de la biodiversité est un des piliers du développement durable. Ce n'est pas du tout antinomique. On a besoin de conservation de la biodiversité pour le développement économique. Donc ça, c'est une première chose que je pense qui est extrêmement importante et qui n'est pas souvent partagée euh, par, euh, par tout le monde et même par les décideurs. Et une deuxième chose qui, je pense, est importante, c'est que il faut partager l'espace avec les activités qui se développent, comme on l'a dit tout à l'heure, que ce soit en nombre, en intensité ou en diversité d'activités ou en nombre d'acteurs impliqués. Il va falloir partager l'espace et il faut éviter de continuer avec l'héritage des pratiques qu'on avait, qui était un partage d'espace qui provient de ce qu'on faisait à terre, où on allouait ici un espace pour de l'agriculture, là un espace pour du développement industriel et ici pour de l'extension urbaine. La mer est un espace en trois dimensions. Et donc, il faut pouvoir accepter que le partage de l'espace peut se faire aussi sur ce que nous, scientifiques, on appelle la colonne d'eau, c'est-à-dire sur l'étendue verticale de l'océan. On peut imaginer, par exemple, qu'on puisse avoir des fermes éoliennes en mer où en dessous, il y ait de l'aquaculture et également de la pêche, par exemple. On peut imaginer qu'on puisse faire du tourisme et d'autres types d'activités en même temps. Donc, il faut pouvoir réfléchir en trois dimensions et il faut préserver des zones pour la conservation de la biodiversité, des zones intactes et où l'impact des activités humaines sur les écosystèmes sont minimisés, voire absents, donc éliminés, parce que ces poches de biodiversité vont pouvoir exporter leurs bénéfices dans les zones avoisinantes et donc vont créer des bénéfices pour la pêche, pour le tourisme et pour toute autre activité qui dépend directement de la biodiversité. Alors, la science peut jouer divers rôles et elle commence, enfin, elle le fait déjà parce que, alors, bien évidemment, on ne sait pas tout.
On a besoin encore de connaissances, on a un manque de connaissances flagrant dans pas mal de domaines, on n'a pas une cartographie complète des habitats, on n'a pas des mesures exhaustives de l'état de tel ou tel stock de pêche, etc. Cependant, on sait quand même déjà beaucoup de choses. Et donc, ce que peut faire la science, c'est travailler sur ce qu'on appelle des mesures d'évaluation d'impact cumulé. Et ça paraît compliqué, mais en fait, c'est de regarder des activités humaines qui se superposent à un même endroit sur l'océan, ou qui utilisent les mêmes composantes de la biodiversité, ou qui dépendent d'un même type d'écosystème, et regarder non pas l'impact de chaque activité prise l'une indépendamment des autres, mais comment cet impact se cumule sur cet écosystème, puisqu'on disait tout à l'heure qu'il fallait pouvoir superposer des activités. Et donc ça, on peut le mesurer. Et donc, on peut savoir où le cumul d'activités peut avoir le moins d'impact, tout en étant viable d'un point de vue économique et sociétal. Donc ça, c'est des choses qu'on peut tout à fait faire. On peut aussi mesurer de quelle façon, de quelle étendue et à quel niveau de protection il faut faire des aires marines protégées pour que ces mêmes activités puissent en bénéficier au maximum. Donc, on peut faire ce qu'on appelle de l'optimisation entre conservation et usage. Ça, c'est des choses qu'on peut faire. Et également, on peut évaluer les mesures de gestion, les choix, les arbitrages qu'on va faire. On peut évaluer dans quelle mesure ils remplissent les objectifs qui leur avaient été assignés. Et pour ça, il faut avoir conscience que des mesures de gestion qu'on va prendre en mer, il faut savoir qu'on ne gère pas la nature, on ne gère pas un écosystème, on gère des hommes, on gère les sociétés et on va gérer les activités et les impacts que vont avoir nos activités en mer. Et donc, pour mesurer à la fois l'impact que peuvent avoir des réductions ou des restrictions d'activité sur une zone donnée et l'impact que va avoir ces restrictions sur l'impact positif attendu que vont avoir ces restrictions sur les écosystèmes et l'effet cascade que cela peut avoir sur les activités elles-mêmes, ce processus de régénération de la nature prend du temps. La nature a un temps qui n'est pas le temps des élections, qui n'est pas le temps rapide des sociétés dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Et c'est un peu le handicap des bonnes décisions à prendre pour la durabilité. C'est que elles sont efficaces, mais elles ne sont pas efficaces dès qu'elles sont mises en place. On a besoin d'un temps, on parle de quelques années, pour que l'efficacité des mesures mises en place puisse être perçue par les usagers.